Donc je vais parler de sécurisation des systèmes numériques ou des systèmes d'information. Je suis vieille école, je suis désolé. Le terme cyber a le don de m'énerver un petit peu, parce que derrière cyber, derrière ce néologisme, on y met tout et n'importe quoi. On pourrait, et particulièrement sur les systèmes d'information numérique, on pourrait parler de cybernaïveté, de cyber-je-m'en-foutisme, etc., etc. Euh, c'est un défi, un véritable défi. Et si c'est pris à temps et si c'est fait correctement, c'est une véritable force pour demain. Et nous avons de beaux atouts en la matière, et particulièrement dans les Pays de la Loire. J'ai découvert les Pays de la Loire en 2019. À l'époque, j'étais au niveau ministériel, j'étais dans les ministères sociaux, auparavant dans les services du Premier ministre. Et la région des Pays de la Loire était la seule région qui parlait cybersécurité en 2019. Donc, quand on m'a proposé de venir, c'est tout naturellement que j'ai dit oui. Donc la transformation numérique, on va commencer par là, c'est un véritable atout, et particulièrement pour les collectivités. Déjà pour la collectivité elle-même, sur ses systèmes internes, au profit de l'ensemble de ses administrés, donc des concitoyens, donc avec différents services que l'on peut offrir, et puis également tous les services d'une ville ou d'une métropole, donc que ce soit la signalétique, la gestion des eaux, la gestion du médico-social, etc., etc. Donc de véritables atouts en la matière. Il ne faut pas croire que l'on va faire disparaître des métiers, c'est un atout parce que l'on va faire émerger de nouveaux métiers. En accompagnement, en facilité d'accessibilité. Aujourd'hui, on l'a vu, alors par force, mais dans le cadre du télétravail imposé par la crise sanitaire, la rapidité avec lesquelles les collectivités ont reçu relever le défi, quelquefois dans la douleur, je l'avoue, mais elles ont toutes relevé le défi. Et en mettant à disposition des moyens de télétravail, etc. Donc on voit que le numérique est quand même un atout extraordinaire. Un atout, mais un défi. Parce que trop souvent dans les systèmes d'information numérique, on essaye de caler au texte ou aux habitudes antérieures sans regarder ce que pourrait faire réellement un système d'information. Et il est un peu dommage de voir souvent des applications qui ne sont ni plus ni moins que la reproduction de ce qui se faisait format papier, sans essayer de trouver de valeur ajoutée et sans voir ce que l'on pourrait faire en plus. Donc déjà, comme nous allons parler de cybersécurité, on va essayer de voir déjà ce qu'il ne faudrait pas que ça fasse. Donc le numérique, malheureusement dans les collectivités, c'est valable dans la quasi-totalité des structures en Europe. Que ce soit les collectivités, le monde de la santé que je connais particulièrement bien, les grandes administrations. Quand on parle de cybersécurité, on ne voit que la partie, ce qu'on appelle IT. Donc l'infrastructure réseau, les PC, les applications, les bases de données, etc. Voilà. Mais il y a un autre monde qui est apparu il y a quelques années, Internet, et puis on va avoir tout ce qu'on appelle cloud, etc. Et puis on a un autre monde qui était un petit peu méconnu et que les collectivités sont en train de découvrir, quelquefois avec les pleurs et grincements de dents, qui sont tout ce qu'on appelle l'informatique industrielle ou ce qu'on appelle l'OT. Alors j'ai mis du biomédical parce que venant du monde de la santé, il y a de beaux exemples et je rappelle qu'une collectivité est partie prenante dans les établissements de santé. Et la plupart du temps, les élus font partie du comité d'administration d'un hôpital, d'une maison médico-sociale, etc., etc. Tout ce qui est gestion technique centralisée, gestion technique bâtimentaire, voilà. Derrière, on a autant de portes d'entrée aujourd'hui, on augmente les surfaces d'attaque. Et ça a été dit ce matin, ça a été rappelé. Donc aujourd'hui, avec l'apparition du cloud, et puis les objets connectés, divers et variés, où là aussi, la surface d'attaque, Régis en a parlé ce matin, et puis on a quelque chose d'extraordinaire. Donc les pirates peuvent s'en donner à cœur joie, si c'est mal fait. Je vais vous donner un petit exemple santé, parce que ça va bien au-delà que des systèmes que l'on peut voir, et bien au-delà de la bureautique.
vous avez même en France la première mise sur le marché, l'autorisation de mise sur le marché, d'un médicament connecté. Médicament connecté qui s'appelle l'Abilify. Ça permet de traiter la schizophrénie. Alors si vous êtes RSSI, moi depuis que j'en prends, nous allons beaucoup mieux. Donc essayez, c'est pas mal. Donc c'est un atout. Mais quelques petits sujets. Donc ça a été rappelé ce matin, ou même en début d'après-midi. Donc en 2020, les chiffres ANSSI cybermalveillance, donc c'est une augmentation de près de 30% des collectivités donc, qui ont été victimes d'attaques, notamment par rançongiciel, et on ne parle ici que des rançongiciels. On ne parle pas d'autres attaques d'exfiltration de données, d'indisponibilité diverses et variées que l'on peut avoir. Avec des impacts très particuliers, dysfonctionnement, ça a été rappelé sur le retour d'expérience danger, dysfonctionnement de services publics, gratuité des piscines par exemple. On a eu des attaques sur des systèmes d'épuration, sur des systèmes de gestion de l'eau, etc., etc. Délivrance de permis d'inhumer, un truc ballot. En période Covid, je peux vous dire que ça a posé d'énormes problèmes dans certains endroits. Des pertes irrémédiables de données. Vous avez quelques petites collectivités qui avaient confié toutes leurs données chez un grand hébergeur français qui a brûlé. Voilà. C'est pour ça que je n'aime pas le terme cyber, parce qu'on oublie trop souvent également les basiques, ce qu'on appelle vraiment les fondamentaux de la sécurité. C'est regarder, donc il y a un aspect technique, mais il y a également un aspect réglementaire, juridique, et de voir comment sont faits nos contrats, est-ce qu'il y a des sauvegardes prévues, et comment c'est opéré, comment je peux les récupérer, comment je peux même changer de prestataire, le cas échéant. Donc tout ça, c'est à voir. Des conséquences financières dans tous les cas de figure. Ça, c'est important, parce que derrière, vous avez des pertes directes, et puis toutes les pertes indirectes, liées aux agents qui vont continuer à être payés, mais qui ne peuvent pas travailler. Liées aux insatisfactions, je ne parle pas des risques juridiques derrière, mais enfin, des impacts juridiques, etc. Et puis souvent, on peut avoir une altération du lien de confiance entre l'usager et sa collectivité. Alors, je l'ai vu, moi, sur un autre endroit, c'était tout simplement le paiement en ligne de moyens de transport. Ça pourrait arriver chez nous, ce n'est pas le cas, mais où il y avait une réticence de la population d'inscrire et de payer en ligne le service d'abonnement au transport qui était proposé. Alors que le même usager était prêt à payer sur Amazon ou sur Le Bon Coin et de faire des transactions directes en numéraire. Donc vous voyez que la région des Pays de la Loire, en termes d'incidentologie, nous sommes quand même bien représentés. Donc quelques petits exemples. Donc Angers, on en a parlé. Des élus qui ont été touchés par le projet Pegasus. Donc ça, c'est l'écoute de leur téléphone portable. Des maires qui, quelquefois, font des malversations internes, donc qui a été condamné pour s'être introduit dans des boîtes mail, donc ANSSI, etc. J'en passe et des meilleurs. Et puis, quand je parlais des SCADA, alors je suis désolé des messages, ce n'est pas moi qui les ai écrits, mais donc, en termes d'image de marque pour une collectivité, c'est quand même un peu ballot de se retrouver avec des messages complètement ridicules, insultants. Et puis, deux exemples que j'aime bien. Un, c'est une collectivité qui, grâce à un de ses établissements de santé, s'est fait pirater grâce à un accès à sa chaudière. Chaudière interconnectée sur Internet, réseau à plat. Donc tout à l'heure, on parlait de la segmentation et notamment avec l'image des œufs. À un moment donné, effectivement, il faut éviter et mettre des cloisonnements comme sur les bateaux pour éviter de tout faire couler. Grand jeu à la mode, les QR codes. Ça, c'est un piratage qui a eu lieu à Paris. Aujourd'hui, vous avez les opérateurs funéraires qui proposent des QR codes pour rappeler la vie du défunt. Oui, enfin un QR code, ça se modifie, ça se trafique, et vous pouvez montrer que le défunt a une vie sexuelle très, 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 très active. Donc les constats en matière de sécurité de l'information, on va revenir sur des basiques. C'est l'analyse de risque. C'est toujours
trouver le bon curseur entre la menace. Alors, on nous parle beaucoup de menaces. Ça, c'est un truc de technicien. La menace, c'est vraiment le truc de technicien. Les vulnérabilités, parce que nos systèmes sont vulnérables, d'abord parce qu'ils ont été conçus par l'homme, donc ils sont forcément vulnérables. Et des vulnérabilités, on en découvre tous les jours. Tous les mardis, vous avez, de chaque mois, premier mardi de chaque mois, vous avez la collection de correctifs de Microsoft, et puis tous les éditeurs donc, ont leur collection de correctifs. Donc la menace, elle va s'appuyer sur des vulnérabilités, la vulnérabilité pouvant être humaine également. Alors, vieille définition des systèmes d'information, pour ça que je préfère ce terme-là, c'était tout moyen technique ou humain qui concourt à l'élaboration, au traitement d'informations. Et tout ça, ça va avoir des impacts. Alors pour tous ceux qui ont du mal, si je peux vous donner un conseil, et ça c'est du vécu depuis maintenant un certain nombre d'années dans la cyber, ne parlez pas à vos élus des menaces. Si je parle à un élu, alors je parle sous contrôle, d'APT 31 ou APT 41, groupe chinois qui pourrait nous en vouloir, je pense qu'elle va m'écouter très poliment, mais quel est l'intérêt pour, alors, en l'occurrence pour la région des Pays de la Loire? Est-ce que ça a un impact réellement chez nous? Donc elle va m'écouter très poliment, mais 2 minutes après, elle aura oublié. En revanche, si je fais abstraction de ça et que je parle à un maire, à un élu, des impacts sur sa prise de décision, sur sa mission, sur voilà, tous les enjeux, l'image de marque, derrière, la communication qu'il y aura à avoir, ça lui parle. Et donc commencer une analyse de risque, c'est de prendre une photo et de regarder les risques sous différents points de vue. Et si c'est mal fait, vous risquez de perdre tout ce qui vous est de plus cher. Voilà. Par expérience, quelques années, vous avez 3 types d'incidents en matière numérique. Vous avez les attaques directes. Ça, effectivement, c'est APT 41 ou APT 31 qui essayent vraiment de faire du mal, ou le cybercriminel qui essaie de faire du mal. Attaques directes qui peuvent être externes, ça sont les groupuscules, mais internes également. On l'oublie trop souvent. Un agent qui est mécontent de son avancement, de sa prime, etc. Et on a vu des cas de figure d'attaques menées de l'interne. Quand on parlait, Laurent tout à l'heure parlait de zéro trust, zéro confiance. À l'époque où j'étais ministère de la Défense, il y avait eu une expérience assez grandiose, c'était à Paris, vous aviez la caserne Lourcine, en face du Val-de-Grâce, où il fallait montrer ses papiers pour rentrer. Puis il y a eu des travaux sur la porte principale, donc il y avait un portillon sur le côté. Vous arriviez en uniforme, on vous demandait vos papiers. Vous arriviez t-shirt, short, chaussures de sport, comme si vous reveniez de votre séance de sport, on ne vous demandait rien. Et puis une fois que vous êtes rentré, vous faites ce que vous voulez. Des attaques opportunistes. Ça, l'opportunisme, aujourd'hui, la cybercriminalité en fait son miel. C'est, je lance une attaque, je fais du phishing, ça répond, je lance mon attaque. Et la plupart du temps, les rançongiciels rentrent par là. Quand je dis également opportuniste, c'est avoir des systèmes poreux vis-à-vis d'Internet. C'est-à-dire que toutes les portes sont ouvertes. On a des protocoles non sécurisés. Quand on voit encore l'utilisation de protocoles, excusez-moi des termes techniques, de transfert de fichiers qu'on appelle le FTP, basique, ce n'est absolument pas sécurisé. Ça devrait être interdit. Et vous avez des grandes sociétés aujourd'hui qui vous vendent des systèmes clés en main, qui sont encore sur FTP ou sur des protocoles non sécurisés. Le maintien en condition opérationnelle versus maintien en condition opérationnelle. Petit exemple, la 2 chevaux, opérationnellement, ça roule. En termes de sécurité, une 2 chevaux, ça freine entre mou et très mou. Elle ne passerait aucun crash test aujourd'hui, elle serait interdite à la vente. Pourtant, c'est une très belle voiture de collection. Et dans les systèmes d'information, c'est un peu pareil. Les équipes IT, les directeurs de projet vous parlent souvent du maintien en condition opérationnelle. Oui. Quid du maintien en condition de sécurité? Est-ce qu'on peut faire des mises à jour de sécurité?
Est-ce que nos systèmes sont adhérents ou ne sont pas adhérents à telle ou telle brique? Et puis le troisième cas, ce sont tous les mésusages des systèmes d'information. Alors là, tout ce qui existe sur Internet, les Dropbox pour les échanges, Gmail directement, à la limite. Premier truc, dans les toutes petites collectivités, supprimez-moi les Gmail et prenez au moins un compte laposte.net. C'est un peu mieux sécurisé et puis un peu plus français. Voilà. Et puis les impacts derrière, multiples, hein, en termes d'image de marque, de capacité de décision. Est-ce que je peux prendre la bonne décision au bon moment? Est-ce que ma mission vis-à-vis de mes concitoyens sera maintenue? En termes social, parce qu'on peut avoir des enjeux particuliers. En termes de patrimoine, que l'on oublie trop souvent. La non-conformité, légale et réglementaire, confère RGS. Alors, RGS, pour faire simple, il faut regarder l'esprit du texte. L'esprit du texte, c'est quoi? C'est faire une analyse de risque, faire des tests pour identifier les risques résiduels et présenter à l'autorité l'ensemble des risques résiduels. C'est lui qui prend la décision. Alors, je vais jeter un petit pavé dans la mare. En fait, la cybersécurité, ça ne sert strictement à rien. Donc s'il y a des étudiants dans cette filière, arrêtez tout de suite si vous partez comme ça. Ça ne sert à rien si c'est pris comme une fin en soi. Les gens de la cybersécurité sont là au service des métiers. Ce sont les métiers qui commandent. Et en fait, la cybersécurité, ça a été dit tout à l'heure, c'est un problème de gouvernance avant tout. C'est un problème de chef. Ce n'est pas un problème de technique, ce n'est pas un problème de DSI, ce n'est pas un problème de RSSI. Dans ma carrière de RSSI, il y a eu des décisions qui techniquement ne m'ont pas fait plaisir, mais c'est la décision du chef. Il l'assume. Vous avez des établissements médico-sociaux, j'en avais 35 000 établissements médico-sociaux, autant que de collectivités en France, qui ont dit, moi la cybersécurité, j'en ferai pas. C'est le choix du directeur. Jusqu'au jour où rend son logiciel et expliquer aux familles qu'il n'y a plus de données, que le plan de soins qui est échangé une fois par semaine au mieux avec un médecin, ils ne l'ont plus, et que l'état de santé et aujourd'hui le médico-social et l'état de leurs patients peut faire le chou gras. En termes juridiques, RGS, là également, le droit c'est quelque chose d'éminemment froid. La loi dit ça, vous ne l'avez pas fait, vous avez perdu. Et puis dans tous les cas de figure, ce que je disais, donc un impact financier, parce qu'il faudra remettre à niveau les services, il faudra les améliorer, il faudra les sécuriser. Et c'est toujours dans la douleur que l'on va prendre des décisions. Malheureusement, et j'ai beaucoup aimé l'exemple d'Angers, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'en plus c'est un effet soufflé au fromage. C'est bien gonflé quand ça arrive, il suffit d'une période de vacances ou quoi que ce soit, et puis ça retombe. C'est ce que j'appelle moi le syndrome des 20 km. Sur l'autoroute, vous voyez un accident, pendant 20 km, tout le monde ralentit, 20 km après, tout le monde accélère. Donc ça ne marque pas les esprits très 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 longtemps. Et ça c'est le numérique, en France. Ça c'est l'image qui m'a été donnée par un directeur d'établissement, qui tout d'un coup s'est retourné vers son DSI en disant « mais si je comprends bien, et d'après ce que je vois, entre ce que tu me présentes et la réalité, c'est comme chez McDo. Entre l'image et ce que je découvre quand j'ouvre la boîte, c'est la même chose. » Bah oui, ça a été dit là également tout à l'heure. Là, en l'occurrence, c'est un grand hôpital, je dirais, qui se vantait d'avoir un système d'hébergement tier 3+, je ne vais pas rentrer dans la technique, truc ultra sécurisé. Vous imaginez le réfrigérateur, double moteur, double alimentation en froid, etc. Oui, mais enfin, dans un réfrigérateur, si la donnée ou si la denrée est pourrie en entrée, elle sera pourrie à la sortie. Ne m'invitez pas à dîner. Des multiples points d'entrée. Alors, on les a effectivement dont sur l'obsolescence, la mauvaise sécurisation, etc. Et puis surtout de la SSI qui est faite par des DSI qui, eux, sont entre le marteau et l'enclume, avec des budgets contraints, avec des délais contraints. Et je n'en veux pas du tout, hein, ils font ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'on veut bien leur donner. Les RSSI, qui sont vus souvent comme des empêcheurs de tourner en rond, et ça, c'est leur faute. Un RSSI,
il doit avoir deux qualités vraiment principales. Il doit être polyglotte. Polyglotte, c'est-à-dire qu'il est capable de discuter avec les élus et les métiers et de discuter avec la DSI. Et son deuxième rôle, c'est un rôle d'éclaireur. Pas d'imposer. Il est là pour éclairer sur les risques. Et ce n'est pas lui qui porte les risques, ce n'est pas le DSI qui porte les risques. Donc c'est bien les élus. Donc ce sont vraiment les deux rôles principaux. Et donc ça va être capable de faire de l'analyse de risque. Je suis un peu désespéré, moi quand j'interviens dans des écoles, je discute avec des jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Du pen test. C'est très bien, il faut de la technique. Mais derrière, il faut accompagner les gens et faire de l'analyse de risque. Les difficultés que l'on rencontre, c'est que nous sommes devenus des homo numericus. Alors si j'étais encore dans le monde de la santé, j'appellerais immédiatement la gendarmerie et je vous ferai tous interner pour exercice illégal de la médecine. Enfin, tous ceux qui sont sur leur smartphone en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a tout dedans maintenant. Et donc, nous sommes greffés une prothèse cérébrale. Avec les numéros de téléphone, etc. etc. Et puis le jour où c'est perdu, bah, tout le monde pleure. Donc on ne sait plus comment faire. Comment fait-on plan B? Est-ce qu'on est capable de revenir papier-crayon? Dysfonctionnement des feux qui a été cité par Angers. Les feux fonctionnaient bien, mais de façon désynchronisée. Ça peut mettre un joyeux tapanard dans une cité. Les datas. Également, on confie nos données. Alors vous m'excuserez du mauvais jeu de mots, mais je l'aime bien. Est-ce que l'on sait où sont hébergées nos données? Et là, aujourd'hui, l'utilisation de différents logiciels, c'est assez extraordinaire. Il y a quelques années, il y a eu une alerte qui avait été lancée par l'ANSSI, notamment au niveau des ministères. Il y avait en application, notamment sur les smartphones Android, une petite application qui était vachement pratique pour avoir tous ces contacts. Donc c'était une gestion d'annuaire, mais qui était vraiment très très bien foutue. Seul problème, c'est que l'annuaire, notamment utilisé par des hauts fonctionnaires, partait immédiatement dans un pays étranger. Voilà. Et donc il a fallu expliquer à l'époque à une secrétaire d'État qu'il fallait qu'elle avertisse tous ses contacts, que ces contacts avaient fuité et que voilà. Et il y avait tout le monde, hein. Il y avait le monde politique et le monde people télévision. Donc la prise en compte de la cybersécurité, ce n'est pas un luxe. Il faut comprendre derrière que c'est un des trois piliers de la transformation du numérique. Pour moi, les trois piliers dans une bonne transformation numérique, c'est l'éthique, l'interopérabilité et la sécurité. Si l'on a ça, déjà, on peut aller très très loin. Ce n'est pas un centre de coût, c'est un vecteur de performance. Donc une application sans sécurité, ça va coûter 1. Avec de la sécurité, ça va coûter 2. Éventuellement, il peut y avoir un léger surcoût. La non-sécurité, ça peut vous coûter entre 100 et 100 000. Vous avez des boîtes, des grandes boîtes françaises, dont une qui est des Free électroniques, Saint-Gobain, qui s'en est toujours pas remis. Vous avez des collectivités, et ça a été réexpliqué ce matin, voilà, ça fait un peu plus d'1 an, ça revient, mais ça revient progressivement. C'est très long. Et donc bien comprendre que la sécurité de l'information et du numérique, bah, ça crée de la valeur. C'est sur le capital humain, sur intellectuel, citoyen, etc. Et c'est un cercle vicieux. Et plus on va faire de sécurité, plus ça va s'auto-alimenter, et plus les gens vont avoir confiance, et plus les gens vont y aller, et plus les gens seront contents. Si c'est pas fait, il y aura toujours pleurs et grincements de dents. Je sais pas où j'en suis trop. Donc pour aller plus loin, alors Régis avait donné 5 conseils de base ce matin. On est à peu près sur les mêmes. Peut-être pas dans le même ordre, mais nous sommes à peu près sur les mêmes. Donc déjà, c'est inventarier, cartographier donc l'ensemble de vos systèmes d'information, tout ce qui embarque du numérique. Il n'y a rien de plus pénible quand on nous appelle en mode pompier de dire « mais vous aviez quoi ?» On ne sait pas. Ce que rappelait Hervé Troalic tout à l'heure, c'est que l'avantage du parcours cyber, c'est à un moment donné de fournir une carto des différents systèmes. Ça, côté technicien, c'est connaître la menace, les vulnérabilités. Mais par contre, quand vous discutez avec les élus, c'est les impacts.
définir les périmètres de protection, mettre en place l'hygiène numérique, les bons gestes barrières, je dirais. C'est du basico-basique, avec des mots de passe, avec des sauvegardes, etc., etc. Donc avec qui? Là aussi, ne pas hésiter. Il y a 3 possibilités. Ou la collectivité a une taille suffisamment importante et met en place un RSSI interne. Par expérience, les RSSI qui ont les meilleurs résultats sont les RSSI qui sont dégagés des DSI. J'ai rien contre les DSI, je suis un ancien DSI. Mais à un moment donné, on ne peut pas être juge et partie. Donc il faut quelqu'un qui soit en capacité. Il vaut mieux le mettre avec, s'il y a une mission de conformité ou une mission de qualité, les mettre avec ces gens-là. La deuxième possibilité, c'est de mutualiser le RSSI. Et mutualiser le RSSI, c'est où voilà, il y a un petit groupement qui s'opère, ou la troisième possibilité, c'est externaliser le RSSI, qui peut être, dans ces cas-là, ou mutualisé, ou au profit d'une structure. Je vous renverrai vers Cédric Maco et collectivité, qui a de belles propositions à vous faire et de belles histoires à raconter pour les petites collectivités. Au niveau du spectre de la menace, donc différents acteurs aujourd'hui, nous avons l'ANSSI avec qui nous travaillons en étroite collaboration, donc, dont la mission principale est quand même aujourd'hui les grandes administrations, les OIV et les OSE. Donc là aussi, avec toute la meilleure volonté du monde, et Dieu sait qu'ils sont et qu'ils répondent présents en fonction de leur plan de charge, ils essaient de répondre présents systématiquement, mais ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas être sur tous les fronts. Donc avait été créé ce qu'on appelle le GIP ACIMA, plus connu sur cybermalveillance, qui avait en cible initiale donc les TPE, PME, les citoyens, et donc petites collectivités. Les hôpitaux, il y a une structure un peu particulière, je pourrais vous l'expliquer après si vous le souhaitez. Et puis il reste ce qu'on appelle les derniers kilomètres, aujourd'hui, pour les ETI, les collectivités hors région, métropole. Voilà, on a un petit souci, donc on travaille tous ensemble. Et il faut savoir que cybermalveillance, donc la région des Pays de la Loire est la seule région aujourd'hui à avoir adhéré à cybermalveillance et à travailler sur les dispositifs de sensibilisation. Donc toutes les petites brochures que vous allez trouver. Vous avez les documents guides et recommandations de l'ANSSI qui sont très bien, mais là il faut déjà avoir un niveau technique pour comprendre ce qui est dit par moment. Cybermalveillance, c'est beaucoup plus de l'information pour monsieur et madame tout le monde sur ce qu'il convient de faire. Et puis la gendarmerie que j'allais oublier, qui fait un énorme travail, alors, avec Régis et les équipes de la gendarmerie des Pays de la Loire, nous faisons un énorme travail de collaboration et vraiment pour diffuser la bonne parole et le préventif. C'est comme en médecine, le préventif coûte moins cher que le curatif. Donc en piste d'amélioration, il faut savoir que quand même 90% des incidents proviennent de sources internes. Alors pas forcément par malveillance, c'est j'ai cliqué sur le mauvais lien au mauvais moment parce que j'ai pas fait gaffe, qu'on m'a annoncé que j'ai un colis qui arrive d'Italie sur ma boîte professionnelle et j'ai cliqué. Alors ça c'est du vécu dans les services du Premier ministre, je ne dirais pas sous quelle mandature, où j'avais un conseiller qui a planté tout un cabinet ministériel parce qu'il avait reçu un colis d'Italie avec un message en italien qui nous a expliqué qu'il avait cliqué parce qu'il comprenait qu'il avait gagné quelque chose mais qu'il ne parlait pas italien. Et là, on a envie de lui répondre, c'est pas en cliquant que tu parleras mieux italien après. Mais bon, voilà. Donc là aussi, beaucoup de sensibilisation, c'est un travail de longue haleine et à répétition. C'est comme les piqûres de rappel en matière de santé. Donc 20% de mesures adéquates et les 20 mesures dont les 5 qu'a indiqué Régis ce matin, vous éliminez 80-90% des problèmes. Donc c'est là aussi, quelquefois avec des moyens et à coût quasiment zéro. Et donc ce que je vous ai dit, c'est pas un problème de technique, c'est un problème de gouvernance et d'appropriation. Il faut arriver à vendre le sujet. Donc si on veut vendre le sujet, il ne faut pas que ce soit technique.
Moi, je dirais, je me mets à la place d'un élu. Je suis désolé, je vais parler technique, mais l'histoire du troisième bit de poids fort qui pourrait être attaqué par un PT41, je pense qu'il s'en fout comme de l'an 40. Donc à un moment donné, c'est leur parler métier, leur parler de leurs enjeux. Voilà, et c'est valable dans toutes les structures. À l'époque où j'étais dans le monde de la santé, un directeur d'hôpital, je dirais, c'est pas son problème derrière le troisième bit de poids fort. Par contre, les impacts, est-ce que je déclenche un plan blanc? Est-ce que je peux continuer à traiter? Est-ce que je peux recevoir des patients? Ça, oui, il voit tout de suite.